Ah, notre Patrick Cohen national, je savais pas de quoi il était capable, mais là, ça dépasse toutes mes attentes. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, il a pété les plombs. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Avant de commencer, il faut faire comme tous les youtubeurs à la mode, c'est pour ça que j'ai mis une chemise. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu, ça c'est bien. C'est bien parce que ça aide juste milieu. Ouais, on arrive à 100 000 abonnés et c'est grâce à vous. Parce qu'automatiquement, si personne ne clique, je serai à 0. Donc si toi, je te vois là. Si toi, tu cliques sur s'abonner, alors là, on fait 100 000, 200 000, 1 million, 1 milliard. Après, il n'y a plus sky is the limit. Quelque part, comme on dit, outre-Manche. Donc, je compte sur vous, les amis. Allez, on y va tout de suite. Et oui, c'est le grand retour de notre Patou Cohen national qui a remis le couvert dans une nouvelle chronique sur le plateau de C'est à vous sur France 5. C'était il y a quelques jours et il s'en est pris à son bouc émissaire préféré, Panoramix alias le professeur Raoult. Non, je m'en fiche de vous. Oui, de votre popularité, je m'en fous aussi. Alors, t'as compris le thème de la vidéo, hein. Le cadre est posé, comme on dit dans le milieu de la photo. Maintenant, on va mettre les choses au clair. Les points sur les i, les barres sur les t. Bien évidemment, hein, le but de la vidéo n'est pas d'en mettre plein la gueule à Patou Cohen ou de défendre le professeur Raoult et vice-versa. Et ouais, on est là pour décortiquer la chronique, on n'est pas sur BFM TV ici, histoire de prendre parti ou je sais pas quoi. Non, on décortique la chronique de Patou et on voit ce qui en ressort. Et je peux te dire qu'il va y avoir de la belle pistache. Vous pensez qu'il est temps de lui demander des comptes à Didier Raoult? Oui. Ouais, Patou, il nous a offert une chronique. À la fin, il nous donne sa recette. Bon, j'ai enfin compris le mystère Patrick Cohen. Si tu vas voir, je vais t'expliquer. Mais pour l'instant, on va faire ça dans l'ordre. On va décortiquer la chronique de manière chronologique, quelque part. Parce que, apparemment, c'est la chronique du siècle. Du millénaire, même. Ouais, parce que j'ai vu les réactions sur Twitter. Raphaël Antoven, Karine Lacombe, Xavier Gors. Ah, ils ont tous réagi en disant « Oh Patrick, quelle chronique formidable, t'es un génie, j'aimerais avoir un centième de ton talent. » Enfin, je t'affiche les tweets. Ah, c'est assez saisissant. Donc moi, j'ai regardé la chronique, j'ai dit « Chouette, je vais me régaler. Ça va être du haut niveau intellectuel, ça va être de la gourmandise. Envoie-moi du carambar. » Et c'était pas ça qu'est ça quand même. Hein. C'est sûr que ce soir, c'est une très très grosse déception pour nous. Donc on attaque tout de suite avec l'une des premières phrases de Patou Cohen dans sa chronique. Voilà ce qu'il nous dit. Pas de pandémie chez nous, pas de mort en excès dans le monde, pas de transmission aérosol, disait-il, ce qui rendait inutile les masques. Alors très clairement, hein, on ne peut pas donner tort à Patrick Cohen sur ce point. Oui, le professeur Raoult a dit des conneries dans les premiers temps. Rappelle-toi cette affaire de 2 Chinois qui meurent et de morts en trottinette. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle. Voilà, hein, l'honnêteté intellectuelle commande de reconnaître ça. Même si vous êtes fan du professeur Raoult, c'est tout à fait votre droit. Il faut reconnaître que, bon, à un moment donné, ça arrive. C'est des choses qui arrivent, même quand tu as les cheveux longs. Il n'y a pas de problème. Mais c'est là où Patou, après c'est le début de la chronique, il n'est pas encore très chaud, mais c'est vrai que l'honnêteté intellectuelle commande également de souligner à minima les erreurs des autres. Ouais, c'est pas faux. Notamment, je pense à Olivier Véran, Sibeth Ndiaye, Agnès Buzyn. Ah, ils en ont fait des belles. Hein. Rappelle-toi même Emmanuel Macron. Il a incité les gens à aller au théâtre, au tout début de la crise. Ouais. On savait pas trop ce qui se passait, il y avait des Chinois qui crevaient de l'autre côté du globe. Nous, on a le président qui dit non, allez au théâtre, c'est bien le théâtre. Ou même au Cinoche, il va y avoir les Tuches 4. Puis après, ça s'est enchaîné, hein. Tu t'en rappelles, on a eu Buzyn qui a dit non, il n'y a pas de risque. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. On a eu Sibeth Ndiaye qui a dit le masque, ça va. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Eh, même Olivier Véran, il nous en a fait des belles, rappelle-toi. Je le redis, il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin. Donc si tu veux, dans sa chronique, Patrick Cohen demande des comptes au professeur Raoult, c'est légitime, c'est son droit, mais faudrait demander des comptes à pas mal de gens quand même, hein. Parce que professeur Raoult, il n'a pas le monopole du n'importe quoi, hein. Mais ça, c'est que le début de la vidéo. Là, tu te dis, tiens, on se fait un petit peu chier, bouge pas. Ouais, parce que Patrick Cohen, il a aussi attaqué le professeur Raoult sur les études. Ah, il a dit ça, écoute. Il a produit des études bidons, on le sait aujourd'hui, en sortant les morts et les malades graves de ses résultats d'essais cliniques. Ouais, Patou, si jamais est-ce qu'on peut avoir des sources? Non, mais enfin,
Je dis ça comme ça, parce que c'est vrai que tout le monde peut la dire, cette phrase. Mais on ne sait pas de quoi tu parles. Mais c'est pas grave, on va pas s'embarrasser avec ça. Oh, on n'est pas, c'est pas du journalisme. C'est vrai que, bon, tu vois, là encore, pour essayer d'équilibrer la balance et trouver le juste milieu. Et le nom de la chaîne est bien trouvé. Ouais, parce qu'au départ, je voulais appeler ça la halle aux chaussures. Alors déjà, c'était déjà pris, puis en plus, ça n'avait aucun sens. Donc du coup, juste milieu, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'en y regardant d'un petit peu plus près, oui, on peut sûrement critiquer le travail scientifique de Didier Raoult, qui est sûrement pas exempt de tout reproche, mais il faudrait aussi souligner qu'il y a eu des études tout à fait bidons qui ont été faites contre la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Quelles sont vos sources? Rappelle-toi le Lancet Gate. Ouais, tu t'en rappelles pas? Non, je vois. Je t'explique. Ouais, fallait revenir au 22 mai 2020, la prestigieuse revue scientifique The Lancet publie une étude avec des conclusions défavorables sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Immédiatement, dans les jours qui suivent, l'OMS et le ministre de la Santé, Olivier Véran, décident de suspendre les essais qui étaient en cours sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine, et en plus de durcir les mesures de prescription, ce qui fait que la chloroquine, c'est un petit peu comme Priscilla, on n'en a plus entendu parler après. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé ce samedi au Haut Conseil de la Santé publique de proposer sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription de ce type de médicaments. Donc cette étude a mené sur près de 96 000 dossiers recueillis dans 671 hôpitaux répartis sur les 6 continents. Cette étude, très vite, elle va faire jaser. Ouais, ça va faire jaser parce que l'entreprise qui a réalisé cette étude, ça s'appelle Surgisphère. Ouais, on ne sait pas ce que c'est une entreprise complètement inconnue au bataillon dans le monde de la science. Et très vite, dans le monde entier, on a des scientifiques qui alertent sur la viabilité et la fiabilité de cette étude et qui disent au Lancet, oh, vous n'êtes pas fait entuber ou quoi? Moi, je sais quelque chose. Didier Raoult lui-même, forcément, va dire que cette étude est foireuse. On dirait les pieds nickelés font de la science. C'est pas raisonnable. Quand vous lisez cet article, vous voyez immédiatement que c'est faux, c'est pas vrai. Et très vite, ils vont avoir raison. Ouais. Ouais, tout ce que je te dis, ça sort d'un article de France Info qui résume l'enquête, c'est très intéressant, il est dans les sources. Et on apprend, donc cette histoire de Surgisphère, l'entreprise qui est à l'origine de cette étude, on apprend que l'équipe est composée notamment d'une ex-mannequin de charme et d'une illustratrice et autrice de littérature de fantaisie auto-éditée. Ouais. Et le fondateur, il s'appelle Sapan Desai, alors lui, il est chirurgien vasculaire. Il semble avoir été animé par toutes sortes de projets dont certains sont à la limite du farfelu, comme son prototype de bonnet à électrode censé stimuler le cerveau d'un humain augmenté. Ouais. Ouais, et tous ces gens-là, ils ont fait une étude qui a vraiment porté dans le monde entier. L'OMS a dit oui, la chloroquine, c'est de la merde. Ouais, très vite, on peut se poser la question quand même de savoir comment une revue aussi prestigieuse que le Lancet a réussi à se faire berner à ce point, parce que là, quand même, c'est beau. Et l'OMS, Olivier Véran et tout, ils ont dit non, on croit à l'étude, on vérifie pas. Oui, mais vous avez environ 2500 conseillers scientifiques qui peuvent... Non, on arrête la chloroquine. Ah bon? Alors, je trouve ça curieux quand même que Patrick Cohen, dans sa chronique, ne rappelle pas cet épisode-là, bien qu'il puisse tout à fait défendre sa position, qui est contre la chloroquine et Didier Raoult, ça on l'aura compris, mais au moins, là encore, par honnêteté intellectuelle, rappelez qu'il y a eu ça, si vous voulez. Dis donc, Patou, là, entre nous, vous seriez pas tombé dans le piège, vous aussi, du Lancet Gate? Non, parce que c'est bien de distribuer les points à la fin de la récré, mais j'ai des preuves. Si. C'est une chronique de vous, écoute. Patrick, vous avez obtenu en exclusivité l'avis du Haut Conseil de Santé publique qu'Olivier Véran avait saisi en urgence samedi après la publication dans la revue The Lancet d'une étude concluant à l'inefficacité et au risque de certains traitements du coronavirus, dont l'hydroxychloroquine. Oui, cet avis qui sera rendu public dans les prochaines heures est un coup d'arrêt. Ouais, le 25 mai 2020, Patou, vous nous avez fait une chronique, parce que l'étude du Lancet venait à peine de sortir, c'était le 22 mai, 3 jours plus tôt. Eh bien, vous avez dit qu'il n'y avait pas de problème, hein. Vous n'avez pas vérifié, hein. Voilà, il y a eu des morts et par aveuglement, copinage ou réflexe d'opposants, les responsables politiques oublient la plus élémentaire précaution, celle qu'ils réclament et qu'on les a entendus réclamer à chaque scandale sanitaire, Mediator, Isoméride, Vioxx, Distilben, on pourrait continuer la liste, oubliée aujourd'hui pour vanter un traitement qui risque de faire plus de morts que les accidents de trottinette. Donc vous aussi vous êtes tombé dans le piège. C'est pas de la désinformation ça? Et petit vendeur de fake news, va. Ouais si, vous êtes tombé dans le piège. Non mais ça reste entre nous. Mais bon quand même, quand après on va donner le vrai du faux à la téloche et s'en prendre aux gens comme ça, moi je trouve qu'il faut avoir les mains propres. Hein, parce que sinon... Donc on continue dans la chronique. Patrick Cohen, dans la suite de ses propos, nous dit ça. Raoult a promis un remède sans preuve
ni précaution. Et c'est vrai, hein, là encore, on peut tout à fait reconnaître avec Patrick Cohen que le débat autour de l'hydroxychloroquine a été très large, a été très long, et qu'encore aujourd'hui, les preuves tangibles de son efficacité se font attendre, au même titre que les preuves tangibles de son inefficacité et de sa dangerosité. Là encore, hein, on peut en appeler au moins à la figure du doute, c'est-à-dire de ne pas condamner définitivement l'hydroxychloroquine et de ne pas non plus en faire la solution miracle. On peut trouver l'équilibre, comme ça, hop, sur un pied, hop, tac, et puis on papote, on débat, c'est normal, c'est la science. Hein. Peut-être que demain on découvrira autre chose. Moi je pense qu'il faut douter. Je vous trouve dur, Patou, quelque part. Non, puis c'est vrai que ce doute, c'est quand même au cœur de la démarche scientifique. Un scientifique qui ne doute pas, qui n'est pas sceptique, c'est plus un scientifique. C'est peut-être un journaliste, mais en tout cas, c'est pas un scientifique. Parce que sinon, Galilée, s'il était en 2021, je pense que Patou, vous auriez dit que c'était un affreux complotiste. Hein. Parce que le mec débarque à dire, oui, là, en fait, c'est le Soleil qui est au milieu du système solaire. Comment ça, Gali? Non, c'est pas possible, on t'a dit que c'était la Terre. Et là, ça aurait été fake news. Hein. Je pense que vous auriez fait une chronique. Hein. C'est dans l'air à l'époque. C'était peut-être en latin, ça. C'est dans les rooms, je sais pas. Puis c'est vrai que là encore, il y a un parti pris qui commence à être un petit peu gênant dans votre chronique, cher Patrick, parce que vous en prenez à Didier Raoult et ses annonces sur l'hydroxychloroquine, mais curieusement, pas un mot sur le Remdesivir. Ouais, mais si, vous en rappelez, c'était un traitement de Gilead qui devait nous sauver la vie. Il y a Karine Lacombe qui avait dit que c'était bien. Oui, c'est prometteur. Donc, comme c'est pour ça que ça ne va pas être la panacée non plus, c'est probablement une des molécules qu'il va falloir utiliser, mais dans un arsenal thérapeutique. Même Martin Blachier, qu'on embrasse, petit ange, lui aussi, il avait dit pareil. Il avait dit que c'était bien. Oui, tout à fait. Alors, je voulais d'abord dire qu'il y a une étude qui est sortie ce week-end dans le New England Journal of Medicine, qui est encore mieux que le Lancet, et qui montre qu'il y a un autre traitement qui est très efficace, qui est le Remdesivir. Là, Patou, vous n'avez pas dit c'est un scandale. Vous avez même reçu Karine Lacombe sur votre plateau à la radio. Il n'y avait pas de problème. Oui, parce que finalement, en novembre 2020, c'est l'OMS elle-même qui a reconnu que c'était dangereux. Donc ouais, là, vous demandez pas des comptes, curieusement. Moi, je vous y encourage. Et on continue donc avec une autre affaire, cette fois la plainte contre Elisabeth Bick. Et voilà qu'il annonce, c'était ces dernières semaines, une plainte pour harcèlement contre la scientifique spécialisée dans la recherche de fraude, Elisabeth Bick, qui a mis au jour de façon sérieuse et documentée une 60aine d'anomalies ou de falsifications dans les études passées de l'IHU. Alors c'est vrai que cette scientifique qui cherche un peu les erreurs du monde scientifique pointe près d'une 60aine de falsifications, de fraudes, d'erreurs, de manquements dans les études de l'IHU Méditerranée. Alors c'est vrai qu'on l'a vu avec le scandale du Lancet Gate, la période est propice aux erreurs et aux manquements. Comme quoi il peut y en avoir de tous les côtés. Moi là je dis d'accord, pas de problème avec Elisabeth Bick. J'espère qu'elle écrit bien. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Cohen. Vous avez tout à fait raison. On ne peut pas falsifier les faits comme ça. On ne peut pas dire n'importe quoi. Moi, je trouve ça scandaleux. Je me range à vos côtés. Bon, sauf quand c'est vous qui faites ça. Ouais, si, mais rappelez-vous, j'avais fait une vidéo. C'était le 29 janvier 2021. Il y avait Axel Kahn sur votre plateau. Ouais, et là, vous avez falsifié un petit peu quand même. Regarde ce qu'il va lui dire, Axel Kahn, en direct. Il va lui fermer son caquet. Mais en revanche, il n'a jamais été un laboratoire d'immunologie fabricant de vaccins. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas la mission de l'IHU faire un vaccin. Ouais. Il était le pôle de recherche en matière de maladies infectieuses. C'est vrai, ça, il était incontestablement. Mais pour un pôle de recherche dans les maladies infectieuses, il y a également plusieurs spécialités. Absolument. Et sa spécialité, soyons francs, c'était pas ça. Oui, c'est un peu comme moi, mon boulanger. Je me suis pris le bec avec lui, je lui ai dit, Maurice, pourquoi t'as pas fabriqué un vaccin, connard? Oui, j'ai dit connard, parce que de toute façon, les baguettes, elles sont dégueulasses, mais c'est pas le sujet. Et il m'a dit, mais je suis boulanger, donc je vais pas faire de vaccin. J'ai dit, oui, mais d'après Patrick Cohen, faudrait quand même te renseigner, Maurice. Donc bon, là encore, moi je pense que quand on met des tirs aux autres, on fait la main propre, mais je radote, là. Le radote de la méduse. Ah, ça c'est nul. Et puis attention, là, accrochez-vous à vos chaussettes, parce que là, ça va commencer à swinguer. Le glissement va commencer dans la chronique avec cette phrase. Normal encore qu'un institut hospitalo-universitaire, on l'a dit, soit devenu la référence des négationnistes de la pandémie, l'un des points de repère des complotistes anti-masques et anti-vaccins. Sous-entendant que Didier Raoult serait un anti-vax confirmé, alors que non.
Oui, puis en plus, vous le savez très bien, Patrick Cohen, parce que Didier Raoult avait écrit un livre qui s'appelle « La vérité sur les vaccins » en janvier 2018. Et vous l'aviez reçu sur ce même plateau de C'est à vous. Ouais, vous aviez eu un échange. Si, j'ai la vidéo. Ah, on peut difficilement targuer ce livre d'être complotiste, d'autant plus avec les propos qu'a tenus Didier Raoult à l'époque sur votre plateau. Ah, c'est vrai que je comprends un petit peu votre aigreur actuelle, parce que vous en avez mis une petite quand même. Si. Je suis content que vous vouliez m'expliquer la poliomyélite, mais je vais vous l'expliquer. Non, la couverture vaccinale. Non, il n'y a pas de poliomyélite qui circule en Europe depuis 40 ans. Il n'y en a pas. Ah, sur la question des prescriptions aussi. Moi, je trouve qu'un antivax, il dirait pas ça. Je suis pas sûr, mais je pense quand même. Je continue à penser, mais j'ai sûrement un biais. Vous êtes journaliste, moi je suis médecin. Moi, je considère que c'est les médecins qui doivent prescrire les vaccins. Voilà, c'est ce que je pense. Puis en plus, il vous l'a dit, les yeux dans les bleus, que c'était pas un propagandiste anti-vaccin. Donc il y a quand même des propagandistes anti-vaccins, vous n'en faites pas partie. Et vous le dites bien, Didier Raoult, vous le soulignez. Non, puis c'est vrai, monsieur Cohen, quand vous dites que Didier Raoult serait la risée des scientifiques, le dernier des nulos, vous disiez pas ça, le 2 mai 2016. Ah mais il était encore sur votre plateau, Didier Raoult. Ah ça remonte, c'était il y a 4 ans. Mais là, regardez comme vous l'avez accueilli. Moi, c'était chaleureux, je trouve. Je rappelle que vous êtes un microbiologiste de renommée mondiale, que vous faites autorité en matière de maladies infectieuses. Vous avez découvert entre autres les premiers virus géants. Vous nous invitez, sage conseil, à arrêter d'avoir peur, mais pas seulement. Bon, puis on enchaîne, et là on va arriver au Mont Ventoux de la connerie, avec la conclusion de la chronique de Patrick Cohen qui commence comme ça. Est-ce que les médias, animateurs et journalistes estiment qu'en tendant à Didier Raoult des micros complaisants ou en allant prendre les baffes dans son bureau de l'IHU, est-ce qu'ils pensent avoir fait de la bonne information? Ouais, déjà tu sens que ça commence à se sentir pas très bon. La différence entre bonne et mauvaise info, tu dis merde, ah là, oulala, mais c'est pas fini. Ici j'ouvre une parenthèse sur les 2 points communs qui unissent scientifiques et journalistes. Leurs 2 métiers consistent à produire de la vérité, mais quand ils disent des bêtises ou des mensonges, ça n'a généralement aucune conséquence sur leur carrière. Ouais, alors là, c'est la totale. Là, j'étais pas bien quand il a dit ça, j'ai dit merde, Patou, il doit nous manquer de sucre, là, amener des dragibus. Parce que là, ça va pas. Mais apparemment, il a l'air sérieux quand il dit ça. Donc, médicalement, je sais pas où on en est. Ouais, parce que la notion de produire de la vérité, ça bouleverse un petit peu l'édifice de la philosophie depuis environ 2500 ans. Parce que là, c'est vrai que tout ce qui est vérité objective, non, Patrick, il l'a pas. Il l'a pas avec lui. Parce que on peut, tu vois, avec tout ce qu'on se dit depuis le début, on a bien compris que la vérité, elle est extérieure à nous dans cette affaire de coronavirus. Quel que soit le débat, on voit bien que chaque jour, les avis changent, les opinions divergent. Et c'est cette question-là de vérité objective qui est essentielle, d'une vérité extérieure à nous, qui reste toujours à conquérir. Ouais, c'est ma petite école de philo, c'est pour ça que j'ai mis un poster Nietzsche, c'est pas pour la moustache. Ouais, c'est une conception de la vérité, c'est-à-dire d'une vérité extérieure à nous qui reste toujours à conquérir, et celui qui débarque en disant « Non, mais moi je l'ai la vérité, je l'ai dans la poche. La vérité, c'est ça. » Bah là, oui, t'as compris que c'est pas bon. Qui peut prétendre aujourd'hui détenir la vérité? Ouais. Imagine si Didier Raoult avait dit ça. S'il avait dit, moi, ce que je veux, c'est fabriquer la vérité. Alors là, il y aurait eu des émissions reportages, là. Donc c'est assez curieux, si vous voulez, que Patrick Cohen s'engage dans cette voie-là, à s'imaginer comme un fabricant de vérité, mais en même temps, c'est la clé de ses chroniques. Et ça m'a permis de mieux comprendre. C'est la pierre de Rosette, si vous voulez, de Patrick Cohen. C'est que maintenant, je comprends mieux. Patrick Cohen n'est pas un journaliste. C'est un fabricant de vérité. Ouais, tu sais, j'ai eu du mal à comprendre. Mais il y a un journaliste. Un journaliste, il arrive, bon, t'as un accident de bagnole. Il fait son papier, bon, alors un accident, une Clio bleue, voilà. Bon, admettons, le lendemain, il s'avère que la Clio était rouge. Bon, le journaliste, il va dire, bon, excusez-moi, je me suis planté dans le récit des faits, et j'étais fatigué. La cafetière marchait plus, donc voilà. Donc finalement, la Clio, elle est rouge. Puis on en reste là. Mais Patrick, c'est un fabricant de vérité. Donc c'est différent. C'est-à-dire, il te dit, la Clio, elle est rouge. Le lendemain, tu lui dis, elle est bleue. Comment ça, elle est bleue? Vous êtes complotiste? Vous êtes fasciste peut-être? Ouais, et ça règle pas mal de problèmes en fait. Donc on comprend mieux la démarche de Patrick Cohen, en tout cas dans le rapport avec Didier Raoult. Très clairement, c'est une notion de combat de la vérité contre le reste du monde, donc contre la merdasse, tout ce que vous voulez. Donc c'est Patrick qui détient la vérité quelque part. Et ça me chagrine de dire ça, parce que Patrick Cohen, c'est quand même un journaliste central de notre paysage médiatique français. Parfois, il y a des chroniques qui sont super, il met le doigt sur des problèmes. Je tiens à dire ça, pour pas considérer que je fais une fixette. Mais quand même, quand vous parlez de Didier Raoult, cher Patrick, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère quand même. Donc voilà, pour finir cette vidéo, d'autant plus, on va finir sur une phrase de Patrick normale. Est-ce que le ministre de la Santé trouve que l'argent public a été bien utilisé? Ça, on ne sait pas. Mais quand on voit le genre de chronique partisane que vous pouvez produire, cher Patrick, notamment celle-ci, on est sûr et certain que notre redevance TV, pour le coup, elle est vraiment mal utilisée.